Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire proposé par l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir dont le site est www.lescigognesdelespoir.com. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association. Ce webinaire s'est tenu en live le 2 mai dernier, mais nous avons eu des soucis techniques d'enregistrement qui font que certaines parties ont dû être réenregistrées postérieurement. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui revient très régulièrement dans les questions qui nous sont posées, que ce soit par téléphone, par mail ou dans nos réunions. Quand on a 40 ans ou plus et que l'on a des difficultés à concevoir, qu'il faut envisager un traitement de PMA, faut-il faire une FIV avec ses propres ovocytes ou faut-il recourir à un don d'ovocytes? Nous commencerons le webinaire par une conférence préparée par le docteur Jiří Štěpán, gynécologue en chef de nos cliniques conseillers de Sanus, de Hradec Králové et Pardubice, spécialiste de l'infertilité et de la PMA. Cette conférence sera présentée en français car le docteur ne parle pas le français, par Madame Radka Bandjuskova, coordinatrice en chef des cliniques de Sanus, qui suit les patients de l'association depuis plus de 10 ans. Elle connaît donc bien cette problématique. C'est la partie réenregistrée. Cette conférence sera suivie d'une très intéressante séance de questions-réponses enregistrée lors du live à laquelle participe le docteur Jiří Štěpán, Radka Bandjuskova et Madame Violaine Tewari, animatrice de nos groupes de parole en ligne, responsable régionale de l'association pour la région PACA, maman d'une petite fille de 8 ans née par don d'ovocytes en République tchèque et thérapeute. Elle vous parlera de son expérience et répond aux questions d'ordre psychologique. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Radka Bandjuchova et je suis coordinatrice des cliniques de Sanus en République tchèque, à Hradec Králové et à Pardubice. Avec Dr Štěpán, nous avons préparé ce webinaire pour vous. Donc là, je me permets de vous montrer notre PowerPoint. Donc, on va parler de l'infertilité après avoir 40 ans. Bien sûr, des avantages et des inconvénients de la FIV classique avec ses propres ovocytes ou avec le don d'ovocytes. Donc là, vous pouvez voir un petit graphique qui nous montre l'évolution de la fertilité en République tchèque selon l'âge depuis 1993 jusqu'en 2010. Malheureusement, on peut voir que l'évolution était défavorable. Le grand problème, c'est la décision des couples d'avoir un enfant après avoir 30 ans, tandis que biologiquement, le meilleur âge pour avoir un enfant est environ 21-22 ans. Pour trouver une solution de ce problème, il y a la PMA qui a commencé à évoluer rapidement durant la fin du XXe siècle. Le premier cycle de la FIV a été fait en Grande-Bretagne en 1978. Au début, le taux de réussite était seulement de 15%, mais au fur et à mesure, la technique de la stimulation, les protocoles de la stimulation ovarienne, les techniques laboratoires ont amélioré. Donc, on parle pas seulement des techniques laboratoires et les protocoles de la stimulation, mais aussi la technique pour le recueil des ovocytes, la méthode de fécondation ICSI, donc l'injection des spermatozoïdes dans les ovules, la culture prolongée jusqu'au stade de blastocyste, etc. Tout ça, ça augmente les taux de réussite. En Europe, on parle maintenant des taux de réussite, de taux de grossesse environ entre 38 et 55%. Aux États-Unis, le taux de réussite est encore plus élevé, mais là-bas, il est autorisé et il transfère plusieurs embryons pendant le transfert embryonnaire. En Europe, il y a une tendance de transférer un seul embryon pour éviter la grossesse gémellaire ou la grossesse multiple, parce que la grossesse gémellaire, ça apporte 10 fois plus de risques de fausses couches, d'accouchement prématuré, de malformation de fœtus, etc., que la grossesse avec un seul bébé. Donc, qu'est-ce qui nous apporte ce beau taux de réussite? C'est l'évolution des examens génétiques préimplantatoires, bien sûr.
Ensuite, c'est le monitoring des embryons pendant la révolution et leur meilleure sélection. C'est grâce au incubateur qui continue une caméra qui suit l'évolution des embryons 24 heures sur 24 heures. Et à la fin, le biologiste voit bien que l'embryon a eu la meilleure évolution. Donc, et bien sûr, c'est la culture prolongée de 72 heures jusqu'au stade de blastocyste, qui est le meilleur stade de l'évolution pour le transfert, qui apporte ce beau résultat. Donc, bien sûr, voilà les problèmes de la fertilité. On voit, il y a 4 groupes qui sont les plus graves. Donc, ce sont les problèmes endocriniens. Avec l'âge, il monte les risques des autres maladies. Bien sûr, c'est le vieillissement des gamètes, des ovocytes, mais aussi des spermatozoïdes. Ensuite, ce sont des problèmes ovariens, des problèmes utérins et bien sûr des problèmes à l'endomètre. Donc, le premier groupe, ce sont les problèmes endocriniens. Ces problèmes assez faciles à relever. Donc, il faut suivre le taux des hormones. Donc, le plus facile, c'est faire une prise de sang pour vérifier les taux hormonaux. Bien sûr, par exemple, pour la thyroïde, il y a aussi une échographie. Donc, ce sont des examens assez faciles à faire pour trouver quels sont les problèmes et pour pouvoir préparer le traitement de substitution, donc certains médicaments à prendre. Donc ensuite, avec l'âge, il y a de plus en plus de risques des autres maladies qui sont bien sûr pas bien pour la conception, mais aussi qui peuvent être dangereuses pendant la grossesse. Donc on parle surtout de l'hypertension, de l'obésité, des maladies immunologiques, des maladies auto-immunes et de la diabète. Donc ensuite, il y a un grand problème, ce qu'on appelle un facteur ovarien et utérin, et bien sûr l'endomètre. Donc après avoir 40 ans, il y a beaucoup de changements chez beaucoup de femmes, il y a beaucoup de changements dans l'utérus. Ça veut dire il y a des fibromes. Environ 80% des femmes ont des fibromes. Bien sûr, il dépend combien il y en a, quelle est leur taille, quelle est leur position, s'ils influencent ou pas la cavité utérine. Ensuite, un problème de l'adénomiose. Au début, on disait qu'il n'est pas possible de voir l'adénomiose avec l'échographie. Mais là, comme les échographies, les machines pour faire l'échographie sont de plus en plus meilleures, on peut déjà avoir une suspicion qu'il y a une endométriose dans l'utérus. Et bien sûr, pendant la vie de la femme, il y a certaines inflammations qui peuvent arriver, etc., et qui peuvent endommager l'endomètre. Bien sûr, on parle aussi de l'endométriose, ce qui est plutôt un facteur ovarien qui endommage les ovaires. Et bien sûr, suite à ça, baisse le nombre et la qualité des ovocytes. Donc, on parle aussi des problèmes de la fertilité chez les hommes. Depuis les dernières années, les spermatozoïdes peuvent aussi être de mauvaise qualité. Donc, c'est ce qu'on peut... Pardon. Depuis les dernières années, on peut voir aussi que que la qualité des spermatozoïdes baisse. Donc, avec l'âge, et bien sûr, le style de vie, de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, les risques de travail, etc. Il y a un grand risque que le nombre de spermatozoïdes pathologiques dépasse le nombre de spermatozoïdes physiologiques. Donc, on peut dire que pas seulement les femmes ont des problèmes de la fertilité, mais aussi les hommes. Donc, là, on retourne vers les ovocytes. Donc, ce qui influence la qualité et le nombre d'ovocytes, ce sont les maladies de la cavité abdominale, surtout endométriose sur les ovaires.
Bien sûr, ensuite, ce sont des opérations des ovaires et des trompes qui peuvent endommager les ovaires et les trompes. Ensuite, c'est un facteur génétique et l'âge. Nous avons un certain nombre d'ovocytes donnés dès la naissance qui, avec l'âge, baissent. Donc, chaque femme a un nombre d'ovocytes différent pour faire, pour la fécondation, pour la procréation. Tout ça, c'est influencé, bien sûr, par notre famille, mais avec l'âge, la qualité, euh, la qualité des ovocytes et la quantité baisse. Donc, après avoir 40 ans, si on parle des ovocytes, il faut savoir que le nombre d'ovocytes pour pouvoir être enceinte, pour tomber enceinte, il faut un nombre d'ovocytes beaucoup plus élevé qu'à l'âge de 20 ans ou 30 ans. Donc, bien sûr, à partir de 21 ans, la qualité ovocytaire baisse. Après avoir 35 ans, ça commence de plus en plus rapide. Et après avoir 40 ans, c'est encore pire. Donc, c'est pas seulement le nombre, mais aussi la qualité des ovocytes qui baisse. Bien sûr, on ne peut pas savoir, on ne peut pas mesurer la qualité des ovocytes. On est capable de mesurer la quantité des ovocytes avec quand on fait une prise de sang et quand on voit le taux de l'hormone AMH, de l'hormone antimullérienne. Voilà. Donc, ensuite, si on voit tous ces problèmes-là, il faut réfléchir si le don d'ovocytes n'est pas une solution pour nous. Bien sûr, le don d'ovocytes, ce ne sont pas seulement des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, ce qui sont des avantages, c'est que les donneurs sont jeunes, donc les ovocytes jeunes de bonne qualité. Chaque donneuse doit passer les examens génétiques selon la législation de l'Union européenne. Donc, et tout ça apporte le taux de grossesse et le taux de naissance assez élevé. Mais en même temps, il faut savoir et il faut bien réfléchir que médicalement, il s'agit d'une semi-adoption, voire une adoption si on parle du double don. Parce que souvent, c'est une question qui nous est posée vraiment souvent, disons, fréquemment. Si l'enfant naît grâce au don d'ovocytes aura mes gènes. Donc, il s'agit de gènes de la donneuse, pas de la receveuse. Donc, encore, un inconvénient, c'est que les maladies rares ne sont pas testées. Donc, bien sûr, tous les examens génétiques qui sont donnés par la loi sont faits, mais il y a certaines maladies qui ne sont pas testées. Ce sont des maladies très, très rares, mais bien sûr, deux fois, il arrive que cette maladie puisse arriver. Donc, pour comparer les chances de la FIV avec ses propres ovocytes. Donc, vous pouvez voir les trois groupes selon l'âge. Le premier groupe, c'est pour les femmes qui ont moins de 35 ans. Deuxième groupe, de 35 ans à 40 ans. Et le troisième groupe, au-delà de 40 ans. Donc, dans le premier groupe, vous pouvez voir que, selon nos statistiques, sur 4600 cycles, on a prélevé 58 100 d'ovocytes et on a fait 2300 transferts. Entre 35 et 40 ans, dans ce groupe, le nombre diminue un peu. C'est environ pour 5700 cycles, il y a environ 53 500 d'ovocytes prélevés et 2500 transferts embryonnaires. Et si vous comparez avec les groupes de patientes au-delà de 40 ans, vous pouvez voir vraiment que ça baisse énormément. Sur 2200 cycles, il y avait environ 15 800 ovocytes prélevés et seulement 700 transferts embryonnaires. Donc, et maintenant, si on parle de taux de réussite selon l'âge, taux de grossesse selon l'âge, ce sont les statistiques de l'année dernière.
Donc, pour le groupe qui a moins de 35 ans, le taux de réussite, c'est environ 53%. Pour le groupe de 35 ans jusqu'à 40 ans, c'est environ 44%. Et au-delà de 40 ans, le taux de réussite est environ de 26%. Mais il faut aussi voir et parler de taux de naissance. Donc, ça veut dire que au-delà de 40 ans, le taux de fausse couche est très élevé. Donc là, si on parle du don d'ovocytes, il y a une comparaison des taux de grossesse de certaines cliniques tchèques. Donc, on peut voir que notre clinique, le taux de réussite de l'année dernière, 61%. Donc, il n'y a pas des groupes d'âge, c'est le taux de réussite total. Donc, il ne faut pas oublier aussi les examens génétiques, les PGTA, pour les patients qui ont 40 ans et plus. Pour les patients qui ont 35 ans et moins, ce n'est pas trop la peine de faire cet examen-là. Bien sûr, il y a certaines cliniques qui disent que c'est bien de le faire, etc. Mais c'est très rare de trouver un problème, ça veut dire de trouver un éplodie chez les patients qui ont moins de 35 ans. Donc là, on parle des patients qui ont plus de 40 ans et on parle de la technique de la PGTA. Donc pour donner une explication, ça se fait sur les blastocystes. On fait une biopsie sur le blastocyste, on congèle l'embryon, on envoie le matériel prélevé au labo, ils font un examen, on reçoit le résultat dans un mois ou dans un mois et demi. Et après, si l'embryon est bon, on peut faire le transfert embryonnaire, transfert d'embryon congelé. Donc, cette technique augmente considérablement le taux de réussite. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des bons embryons pour pouvoir faire cette technique. Ça veut dire, après avoir 40 ans, il y a un risque d'avoir très peu d'embryons à J5 pour pouvoir faire la biopsie. Souvent, on prélève 1, 2, 3, maximum 4 ovocytes. Jusqu'au stade de blastocyste, il y a des fois 2, 1, même 0. Et l'embryon qui reste pour faire la biopsie doit être de bonne qualité parce qu'il peut arriver, il y a un grand risque que la qualité avec la biopsie peut diminuer. Donc, ça veut dire que la plupart des cycles n'est pas poursuivi par le transfert. Donc, ça veut dire pour aller jusqu'au transfert, il faut avoir un embryon de bonne qualité, l'embryon qui est capable de survivre à la biopsie, et cet embryon doit être encore de bonne qualité génétiquement. Donc, ça veut dire qu'après avoir 40 ans, c'est vraiment très peu d'embryons qui sont capables d'aller jusqu'à là-bas. Mais si on arrive à avoir cet embryon, le taux de réussite, le taux de grossesse est après très élevé, c'est de 60%. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez trouver des informations aussi sur notre site www.sanus.fr. Bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@sanus.fr. Et bien sûr, on peut se revoir sur le webinaire qui sera en ligne avec le Cigognes de l'Espoir le 17 juin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Je vais reprendre, il faut peut-être que tu coupes le partage d'écran pour que Ah je oui, vois un peu pardon. ce qui se passe et que je vois un peu les questions qui vont arriver. Mhm. Merci déjà. Alors moi j'en ai une déjà. J'ai vu le taux de grossesse entre guillemets au-delà de 40 ans, j'allais dire pas avec le don d'ovocytes, mais avec ses propres ovocytes à 26%. Et derrière il y a marqué mais attention aux naissances réelles. C'est combien le taux de naissance réelle par rapport aux 26%? Parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus faible. Mhm. Jaký je take home baby rate po 40, když jsme viděli, že úspěšnost je zhruba 26%, kolik pak z toho těch miminek opravdu je?
My nemáme rozdělenou take-home baby rate ještě na ty skupiny věkový celková. Naše take-home baby rate je kolem 46%, což je jedna z nejvyšších vůbec, co se kde publikuje. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de statistiques divisées selon l'âge. On a seulement take-home baby rate, ça veut dire le taux de naissance au total. Et pour notre clinique, c'est 46%, ce qui est parmi les plus élevés qui existent. Voilà. 46%, ça c'est le taux de naissance total par FIV, on est d'accord, ce qui est effectivement beaucoup comparé même au taux classique en France. Et donc, on n'a pas de statistiques sur le pourcentage au-delà de 40 ans. Et vous avez quand même une idée. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de fausses... Parce que nous, les retours qu'on a, c'est que les gens qui tombent naturellement enceintes au-delà de 40 ans, ça se transforme très, très souvent en fausse couche. Et un peu cette idée-là qu'on voulait avoir, est-ce que c'est la moitié, un quart, 10%? Et c'est important pour les gens qui écoutent, bien sûr. Jestli máš zrovna nějaký odhad, protože oni ze zkušeností, co konzultují takhle s pacienty, tak zjišťují, že často po 40, když otěhotní, tak pak potratí. Tak si máš zhruba nějaký odhad. Rozhodně bude v té skupině zase nejnižší, ale bohužel to nemáme. On je taky trošku problém se sběrem těch dat, protože vlastně ten sběr dat probíhá za 10 měsíců po naší léčbě a bohužel se nám příliš pacientek nedaří nějakým způsobem oslovit. Ale mám aspoň zhruba kolik. Ale ne to vůbec. Vůbec si to nevím to. Donc ça c'est difficile de dire parce que le retour des patientes après est très faible. Donc c'est difficile de dire, on n'a pas forcément un numéro à dire. Jako rozhodně se na to zaměřujeme. Chceme tady ty čísla znát, protože je to pro nás podstatný, ale bohužel jakoby ta výtěžnost těch dat, který máme, není taková, abychom z toho mohli dělat závěry. Donc on n'a pas de statistiques forcément exactes, donc on ne peut pas donner de pourcentage. D'accord. Alors, j'ai des premières questions. Alors, spectateur anonyme, bonjour, je n'ai pas retenu quel était le taux de réussite avec le don d'ovocytes pour une femme de plus de 40 ans. Jaká je úspěšnost darovanými vajíčky u žen nad 40? Jestliže se neukazuje žádný děložní faktor a nějaké jiné potíže, potom opravdu se pohybujeme na té úrovni kolem 70%. Donc, s'il n'y a pas forcément un problème au niveau de l'utérus, etc., c'est environ 70%. 70%, donc c'est un taux évidemment beaucoup plus élevé que par conception naturelle. Bien sûr. Une question de Virginie, quel est le taux d'embryons endommagés lors de la biopsie du PGT-A? À quel moment découvre-t-on que l'embryon est endommagé? C'est juste après la biopsie ou à la décongélation ou à la dévitrification? Jaká je ztráta embryí při tom, když se dělá biopsie při PGT-A a kdy se zjistí, že to embryo je špatný, jestli hnedka po té biopsii, anebo až když se rozmrazí před tím transferem? Bohužel se to zjistí až před tím embryotransferem, jestli se dokáže znovu rozmrazit, ale ten úbytek těch embryí není v řádech desítek procent, ten je v řádech velice malých jednotek procent. Donc, ce sont des petits pourcentages qui sont perdus i těch, co jsou na 40. I to jsou, no samozřejmě ty, které jsou jakoby vyšetření. Tam je to stejný, že v podstatě. Ce sont des petits pourcentages de pertes, mais malheureusement, cette perte, on voit après la décongélation, donc ça veut dire juste avant le transfert. Problematika zamražení a rozmražení opakovaného nemá příliš velký vliv na ty embrya v dnešní době. Donc la vitrification et la dévitrification, ça n'abîme pas les embryons, mais c'est plutôt la biopsie. I díky tomu dneska jsou takzvané freeze-all metody, kde některé centra všechno mrazí a všechno rozmražují, vyšetřují ty embrya, protože není příliš velký jakoby úbytek těch embryí. Donc la congélation et la décongélation, donc ça veut dire la vitrification et la dévitrification n'abîme pas les embryons, donc ça veut dire il est possible par exemple, pour pouvoir faire le transfert un autre jour qu'à la fin de l'évolution, pas seulement tout ce qui est lié à la PGT-A, ça veut dire se faire congeler et décongeler les embryons. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir peur de faire ça. Il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser toujours
les embryons frais, voilà. D'accord. Pour le PGTA, je me mets à la place des gens qui peuvent poser des questions. Si on a, je ne sais pas, 4 embryons transférables, et si on fait la biopsie sur les 4, bien évidemment, alors est-ce que on en perd 1 sur 4, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde, mais qui arrive seulement à certains patients? Parce que quand on parle de petits pourcentages, c'est petit pourcentage pour tout le monde ou un petit pourcentage de patients? Stává se to, že u každého pacienta se sníží počet těch embryí nebo u PGTA, nebo u některých třeba se to vůbec nedotkne, že by ztratili nějaký embrya? Jestliže bychom udělali PGTA u ženy, který je 30 let, tak z 10 embryí, které získáme, tak bude 9 dobrých a 1 špatná. Mhm. Bohužel ve 42 letech je tady ten vlastně poměr úplně jiný a může být opravdu ve 42 letech 1-2 embrya z 10 můžou být v pořádku na přenos a zbytek je špatných. Mhm. Donc, si on compare selon l'âge, par exemple, une patiente de 30 ans, 32 ans, Ouais. disons, sur 10 embryons, on perd 1. D'accord. Pour la patiente, si on compare une patiente qui a 42 ans, sur 10 embryons, on en perd 9. Ah oui, oui, oui. Donc là, c'est le risque, il est quand même effectivement. Oui, oui. Au total, c'est un petit pourcentage, mais si on divise selon l'âge, c'est différent. Oui, donc si on a plus de 40 ans, finalement, on n'a quand même pas trop intérêt à faire cette biopsie, on est d'accord? To znamená, že když je tím ženským přes 40, tak Riziko aneuploidí a patologických genetických základů těch embryí výrazně stoupá. Donc, ça veut dire, après avoir 40 ans, le risque des problèmes génétiques, anéuploïdies, etc., est beaucoup plus élevé qu'à l'âge de 30 ans. Donc, ça veut dire que, pas seulement endommagement par la biopsie, mais surtout tout ce qui est dans l'embryon. Donc, ça veut dire l'information génétique, quand on va vers 40 ans, est plutôt de plus en plus mauvais. Voilà. Mauvais. D'accord, c'est clair et je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Alors, ensuite, quel risque y a-t-il pour une grossesse gémellaire s'il n'y a que la moitié du col de l'utérus? Oh, c'est très technique, ça. Hein. Donc, ça veut dire quel est le risque pendant la grossesse gémellaire ou le risque d'avoir la grossesse gémellaire? Le risque y a-t-il pour une grossesse gémellaire, donc pendant une grossesse gémellaire, s'il n'y a que la moitié du col de l'utérus? Když má paní jenom půl děložního čípku, jaký jsou rizika s dvojčecím těhotenstvím? Je tam samozřejmě vysoké riziko ztráty těhotenství v prvním trimestru anebo předčasného porodu. U žen, který mají udělanou takzvanou tracheektomii, to je to zkrácení hrdla děložního nebo opakovaný kolonizace, nebo císařský řez, tak tam z důvodu toho děložního faktoru se nedoporučuje předávat víc než 1 embryon. Donc, dans ce cas-là, on recommande de ne pas faire le transfert embryonnaire de 2 ou plusieurs embryons. Donc, on recommande de transférer un seul embryon pour éviter la grossesse gémellaire, parce que la grossesse gémellaire, dans ce cas-là, peut apporter une fausse couche vraiment pendant le premier trimestre, ou si au cas où la grossesse est capable de continuer. Après, souvent, il y a une naissance précoce. Voilà, donc c'est vraiment pas prématuré. Pardon, prématuré, merci. D'accord. Sur un embryon déclaré OK par le test PGTA, quel est le taux général de nidation et de grossesse? Když po PGTA to embryo vyjde jako OK, jaký je pak šance na úspěch? Je vyšší a takhle, to PGTA nemá význam dělat ve skupině do 35 let. Donc, pour la PGTA, il n'y a pas de nécessité de le faire pour les patients qui ont moins de 35 ans. Žen, který jsou od 35 let nahoru, tam se začnou zvyšovat rizika aneuploidí. Mais après avoir 35 ans, les risques d'aneuploidie augmentent. A u těchto embryí se zvyšuje ten pregnancy rate až k 60%. Ces embryons peuvent aller vers 60% de chance. Ça veut dire après avoir fait la PGTA. D'accord, mais si on le déclare OK, la question était un peu différente, docteur. S'il est déclaré OK, il est contrôlé la biopsie et il est bon, quelle chance de nidation et de grossesse pour un embryon qui a été déclaré bon après la biopsie, tu vois?
Že jaký je vlastně jakoby opravdu ta šance na úspěch s tím embryem, který prošlo PGTA a Někde kolem 65 až 60%. u Který je to, jakoby v těch skupinách od 35 let nahoru, protože u těch nižších to nemá význam dělat. Pour les patients qui ont plus de 35 ans, c'est 60-65%. Kdybychom dali PGTA u těch pacientek s nižším, tak bychom se dostali k lepším číslům, ale tam to nedává žádný smysl. Donc, parce que pour les patients qui ont moins de 35 ans, c'est pas trop la peine de faire la PGTA. Oui, c'est pas utile. Mais tu vois, les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup de faire cette biopsie, ce PGTA, si il y a un risque, si on me dit, bon, il est bon, et est-ce que dans ce cas-là, ça va aboutir à une naissance ou pas? Je pense que l'idée, c'est, si on a 5-6 embryons, on les teste, et si ceux qui sont OK, on a 95% de chance de naissance, bah, c'est ceux-là qu'on va choisir de transférer, tu vois, c'est un peu, j'imagine, l'idée de la question. Exactement. Alors, bonsoir. Le transfert de 2 embryons pourrait-il augmenter les chances de grossesse malgré tout sans complications pendant la grossesse? J'imagine que ça dépend aussi de l'âge. Jestli transfer 2 embryí může zvýšit šance na úspěch? Podle statistik se nám zvyšuje šance na úspěch asi o 1 až 1,2%, ale bohužel to nese obrovský rizika pro celé těhotenství po celou dobu 40 týdnů. Donc, selon les statistiques, on voit que le taux de grossesse est un peu plus élevé, c'est environ entre 1 et 2% de chances de plus. Mais en même temps, les risques qui sont là pendant la grossesse gémellaire sont 10 fois plus graves qu'avec la grossesse d'un seul bébé. Donc, il faut réfléchir si ça vaut le coup, ce petit pourcentage en plus. Et c'est ce que j'allais dire. C'est un 2%, tu as bien dit? 2%? Entre 1 et 2%. Entre 1 et 2%, donc c'est quasiment rien, c'est prendre des risques pour pas grand-chose. Et en plus, j'allais dire, si ça marche, quel est le pourcentage de naissance gémellaire après? Potom z těch transferu 2 embryí, kolik z toho je potom dvojčat zhruba? Je tam někde kolem třetiny dvojčat asi. Donc environ un tiers de jumeaux si on transfère 2 embryons. Ale dneska jsou to tak velice malý čísla, že nejsme schopni to ani hodnotit. Mais là maintenant, comme depuis quelques années, on préfère transférer un seul embryon, c'est très difficile de dire la statistique exacte parce que c'est vraiment très peu de jumeaux. My spíš vidíme při transferu jednoho embrya do 1%, že se stanou dvojčacím těhotenstvím. Même si on transfère un seul embryon, il y a environ 1% de chance que ça seront des jumeaux. Donc, ça veut dire les vrais jumeaux. Ça veut dire dans nos ovocytes, il y a des jumeaux. Je dois préciser, moi, de mon côté, les obstétriciens français n'aiment pas du tout récupérer ce type de naissance gémellaire et de femmes enceintes, même pour l'image de votre clinique et des cliniques qui sont partenaires. En général, c'est pas très bon. Filip říká, že gynekologové a porodníci ve Francii neradi vidí dvojčací těhotenství a zejména, když pochází z našich klinik. My to jako cítíme úplně stejně, ale ve svým podstatě ten směr té Evropy k tomu jednočetnému těhotenství, to je dneska braný jako za ten úspěch toho IVF, ty dvojčecí je taková malinká prohra, i když samozřejmě také je hezká. On a le même avis, donc ça veut dire on essaie aussi, on fait un effort d'avoir les grossesses d'un seul bébé. Et en Europe, en général, c'est un seul embryon, une recommandation d'un seul embryon pour le transfert, donc pour éviter le plus possible les grossesses gémellaires. Alors c'est vrai que les gens, on comprend la réflexion, hein, leur idée c'est plus on en met, plus on a de chance, mais c'est pas tout à fait ça et voilà, c'est quand même difficile. Autre question, mais je crois que je vais pouvoir répondre. Bonjour, avez-vous pour le don d'ovocytes des donneuses noires ou métisses? Ben non, il n'y en a pas du tout en République tchèque. Il faut se diriger vers un autre pays, éventuellement voir nos cliniques partenaires au Portugal. Ensuite, réussite de 71% avec une blasto ou 2 blastos? C'est la question aussi pour le docteur. 71% úspěšnost je s jednou blastocystou. Ano. C'est avec un seul blastocyste. Bien sûr, c'est bien ce qui me semblait.
Alors là, la question, je pense que Violaine va aussi pouvoir répondre à ça. Merci pour la présentation. Comment vous expliquez qu'il s'agit d'une semi-adoption? Oui, pour moi, c'est pas une adoption. Le mot adoption, moi aussi, me gêne dans ce cadre-là. Je pense que c'est des vrais, enfin, je veux dire, c'est des parents comme des… Je sais pas, moi, le mot adoption me choque. L'adoption, pour moi, c'est quelque chose d'autre. Y a-t-il une sélection de la donneuse pour avoir une ressemblance physique? Alors, sur cette partie-là, vous allez répondre. Sur l'adoption, Violaine, tu veux dire quelques mots? Ah ben, j'ai eu la même réaction que toi, Philippe. Le mot adoption m'a sauté à la figure. Peut-être c'est une histoire de traduction ou je ne sais pas. Parce que moi qui suis maman d'une petite fille Voilà. d'un don d'ovocytes, je ne considère pas du tout que c'est une adoption, mais juste un don d'une gamète au départ. Je crois que c'est plus un problème de traduction. C'est ma fille, hein. Voilà. Mais moi aussi, hein, c'est pareil. C'est ma Oui, fille, elle est née oui, d'un don. oui. Mais c'est là aussi que se posent des questions effectivement psychologiques, parce que cette question, est-ce que ça sera vraiment mon enfant? C'est quelque chose que nous, à l'association, on reçoit comme question énormément. Et c'est peut-être à ça, Violaine, que servent tes groupes de parole, c'est de discuter de ce genre de choses. Enfin, je pense que tu as aussi des gens qui réagissent comme ça dans les groupes. Oui, oui, donc tous les 15 jours et le samedi matin principalement, il y a un groupe de parole qui se tient en visioconférence, qui est gratuit sur inscription auprès des Citoyennes de l'Espoir. Et donc, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce que mon enfant va me ressembler? On me pose presque toujours la question. Comment est sélectionnée la donneuse? Est-ce que vous sentez que c'est votre enfant? Et en effet, c'est des vraies questions. Je pense que c'est bien de se les poser avant, parce qu'on aura beau dire et faire tout ce qu'on veut. Dans l'idéal, il n'y a aucune femme, aucun couple qui souhaite, qui préfère avoir un enfant issu d'un don. Hein, ce n'est pas une préférence. Mais c'est quand même une grande chance que la science nous offre. Donc, ces questions-là, elles méritent d'être posées en amont de tous ces parcours-là. Pour témoigner sur mon expérience personnelle, donc j'ai ma fille qui a 8 ans maintenant et je peux dire que la question de cette question-là, en fait, finalement, ne nous intéresse à la fin plus du tout. Que ma fille, ça ne l'intéresse pas non plus. On en parle depuis sa naissance, donc elle est complètement au courant du fait qu'elle est issue d'un don. Mais de savoir si c'est ma fille ou si je suis sa maman, je crois que la réponse est complètement évidente. Et le fait de l'avoir portée dans mon ventre, de lui avoir donné naissance, de l'avoir allaitée, de lui faire ses devoirs, qu'elle m'enquiquine à la maison des fois, comme des fois, hein, il peut toujours y avoir des petites disputes avec les enfants, ça fait que je suis évidemment sa maman. Il y a aucune question. Mais je trouve tout à fait légitime que les gens se posent cette question-là. Moi-même, j'ai quand même eu un suivi avant de passer au don. C'est quand même pas une nouvelle qu'on accueille de base avec plaisir comme quelque chose de naturel. Donc, c'est bien que les gens se posent ces questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, je pense que pour certaines personnes, un suivi psychologique me semble nécessaire. Voilà. Mais oui. Radka, tu vas pouvoir répondre sur l'autre partie. Sélectionne-t-on les donneuses en fonction de certains critères de ressemblance? Donc, d'abord, juste pour préciser, on en a discuté avec Dr. Stepan, on a parlé plutôt du côté biologique, donc, parce que souvent, les gens me demandent si le bébé aura mes gènes, s'il s'agit du don d'ovocytes ou du double don. Donc, bien sûr, c'est différent que le côté psychologique. On n'a pas parlé du côté psychologique, c'était plutôt biologique. Pour expliquer, donc, c'est la raison pour laquelle on parle de semi-adoption ou adoption, parce que génétiquement, bien sûr, c'est différent que psychologiquement. Sinon, bien sûr, on comprend bien les sentiments du maman, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a parlé. On a parlé vraiment côté purement biologique, médical. Alors, la ressemblance physique des donneuses.
Mhm. Donc, ça, je vais répondre parce que ça, je travaille là-dessus beaucoup plus que le médecin. Donc, on demande des photos des receveuses pour pouvoir chercher des donneuses les plus proches au niveau du côté physique. Donc, ça veut dire surtout la couleur des cheveux, la couleur des yeux, mais aussi les traces du visage, etc. On vraiment essaye de chercher les donneuses les plus proches possibles. Si Alors, je peux donner mon oui. grain de sel aussi, moi, ça m'arrive régulièrement que les gens me disent, oh, c'est fou comment elle te ressemble. Et en fait, comme j'ai tellement oublié cette question, ça me fait plaisir. Et c'est seulement un quart d'heure après, je me dis, mais en fait, c'est une remarque bête puisque elle n'est pas issue de mes gènes, mais à la rigueur, c'est devenu complètement secondaire. Et peut-être qu'elle me ressemble à la fin parce qu'il y a une sorte de mimétisme dans les expressions, le caractère que je lui ai transmis, et puis à la moitié, c'est la part du papa quand même. Et puis à la fin, est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas, je suis pas sûre, hein. On peut aussi avoir un enfant issu de nos propres gènes qui ne nous ressemble pas Bien sûr. complètement. Ça, c'est sûr. Bien Voilà. sûr, la ressemblance est pas indispensable. Non. Et c'est vrai que l'épigénétique doit jouer aussi dans la ressemblance, hein, j'imagine. Mais c'est vrai pour nous aussi. On dit, ah, qu'est-ce qu'elle ressemble à sa maman, alors que notre fille est aussi née d'ovocytes, hein, bien sûr. Voilà. Il y a un certain mimétisme, bien sûr, de caractère, de comportement, etc. Mm. Question, quels examens sont préconisés pour permettre de multiplier les chances de grossesse? Je croyais que la PGTA aurait aidé, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas recommandé car risque d'endommager l'embryon. Alors, y a-t-il d'autres examens qui permettent de multiplier les chances de grossesse? Donc, la PGT, je vais répondre à ça d'abord pour Rex de donner plus d'explications sur la PGTA. Donc, si on parle du don de vos sites, la PGTA, comme les donneuses sont jeunes, n'est pas nécessaire. De la PGTA, on parle surtout pour les patientes qui ont plus de 35 ans. Donc, juste pour être clair. Mais aujourd'hui, Voilà. on a beaucoup de femmes de plus de 40 ans dans ce webinaire, puisque c'était un peu le sujet. Je comprends, je comprends. Donc, c'était juste pour vraiment être clair pour donner pas forcément la limite, mais quand on comprend quand la PGTA est nécessaire Non, mais ou pas nécessaire. ouais. Voilà. Tu as raison, parce que je connais des cliniques qui n'hésitent pas, entre guillemets, à vendre de la PGTA à des femmes qui sont même très jeunes, simplement pour faire de l'argent. Mais ça, Bien c'est des cliniques qu'on a toujours rejetées. On n'a jamais voulu comme partenaire, et je suis d'accord, j'en connais un certain nombre. Je comprends, bien sûr. Donc, c'est un examen très cher et bien sûr, il est très facile de gagner de l'argent là-dessus. Donc, malheureusement, c'est un peu trouvé sur le marché. Mais y a-t-il d'autres examens alors qui peuvent aider au-delà de 40 ans? Si on ne parle pas du PGTA, est-ce qu'il y a d'autres examens à faire pour maximiser les chances de grossesse? Avec ses propres ovocytes. Ouais. Non, non, même avec le don. Est-ce que don ou propres ovocytes, est-ce qu'au-delà de 40 ans, il y a des examens qui sont plus utiles pour permettre une grossesse réussie? Jaký vyšetření si nechat udělat po 40, aby paní otěhotněla? Rozhodně ultrazvukový vyšetření Donc, bien sûr, avant tout le traitement, il faut faire une échographie pelvienne k vyloučení vlastně těch uterijních faktorů pour voir s'il n'y a pas de problème dans l'utérus. a dále určitě hormonální profil, včetně prolaktinů a hormonů, které se můžou nějakým způsobem podílet na neúspěších těhotenství. Et bien sûr, après, c'est une prise de sang avec les taux des hormones qui peuvent nous montrer s'il y a un problème hormonal, par exemple, qui empêche la grossesse. A samozřejmě pacientky, které se léčí s nějakým onemocněním, které je závažné, tak tuto jako možnost otěhotnění konzultovat se specialistou, který by měl dát nějaké vyjádření ohledně možností a rizik eventuálního těhotenství. Donc, et bien sûr, s'il y a des patients qui ont d'autres maladies, comme on en a parlé, hypertension, etc., il faut le consulter avec le spécialiste qui suit leur traitement, si la grossesse est possible pour elle, et si oui, quel traitement, il faut par exemple changer souvent les médicaments, etc., qu'elle prend régulièrement, etc. Donc ça, il faut vraiment bien vérifier et consulter avec les autres spécialistes.
Notamment dans le cas d'hypertension, j'imagine que c'est des problèmes de prééclampsie qui peuvent être très graves. Hein. Já jsem vysvětlovala, jako Určitě. například jsem A ta měla hypertenze hypertenzi. samozřejmě zvyšuje možnosti preeklampsie. To znamená dále nadváha a ty faktory, když se sečtou, tak potom může být zvýšené riziko preeklampsie, což je velice závažný stav těhotenství. Bien sûr, les risques, l'hypertension et d'autres problèmes comme l'obésité, etc., augmentent les risques de prééclampsie. Bien sûr. Alors, nouvelle question d'Élodie. Quel est le taux de malformation parmi les naissances des grossesses après 40 ans avec don d'ovocytes? Est-il identique, supérieur ou inférieur aux grossesses sans don d'ovocytes? Po 40, jestli je vyšší riziko geneticky, už to řekl, vývojových vad. tak. Celkově po umělém oplození je zvýšené riziko vývojových vad. Donc, en général, après la FIV, le risque de malformation est plus élevé. Bien sûr, hein, il me semble, bien sûr. Po darovaných vajíčkách se tohle riziko již nezvyšuje, ani při vyšším věku. Donc, avec le don d'ovocytes, même après avoir 40 ans, ça n'augmente plus. Ale celkově reprodukční medicína toto riziko zvyšuje. Mais en général, la FIV, la PMA augmente les risques de malformation. D'accord. La FIV et la PMA augmentent les risques de malformation. D'accord. Et même avec le don, on utilise des ovocytes dits jeunes, donc... Vajíčky. Samozřejmě. Même avec le don d'ovocytes. D'accord. Bohužel u těhotenství tyto rizika jsou ještě větší. Avec la grossesse gémellaire au multiple, c'est encore pire. Et les taux sont importants ou c'est de l'ordre de, je sais pas, 0,3% ou quelque chose de beaucoup plus important? Do 1-2%. Není to vysoký, ale ty rizika jsou prostě navýšení. C'est pas beaucoup, c'est environ entre 1 et 2%, mais... Mais ça existe, bien sûr, il faut le savoir, ça fait partie des risques. Si on parle de statistiques, c'est rien, mais si ça nous touche... Bien sûr, c'est très important, bien sûr. Ensuite, pourquoi l'implantation de 2 embryons peut poser problème? Proč transfer 2 embryí může být problém? Zvyšuje to rizika pro celé těhotenství. Jednak to zvyšuje rizika předčasných ztrát těhotenství, jakoby zamlklých a spontánních potratů. V dalším tom trimestru už tam můžou být předčasné porody, můžou tam být právě malformace plodů, může tam být zvýšený riziko preeklampsie a dalších jakoby komorbidit, které můžou vést k tomu, že ty plody jsou ohroženy na životě a bohužel může i ta těhotná být ohrožena na životě. Donc, transférer des embryons, la grossesse gémellaire, tout ça, ça augmente les risques pendant la grossesse, les risques de fausses couches, d'accouchement prématuré, etc. Et finalement, ça peut être un risque pas seulement pour le bébé, mais aussi pour la patiente. Pour la patiente, bien sûr. 70% de taux de réussite dont on a parlé pour le don d'ovocytes, est-ce le taux de réussite par transfert ou par cycle, c'est-à-dire plusieurs transferts? Par transfert. D'accord, donc uniquement par transfert. To příliš neliší, jo? Jestli jsou darovaný vajíčka, tak tam se to příliš neliší. Jo, ale zeptali se to jakoby po víc cyklech. Ne, to je prostě po transferu, na transfer. C'est pour un transfert. D'accord, donc c'est vraiment un taux extrêmement important de réussite. Hein. Je comprends que vous soyez en haut du classement, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça qu'on a toujours cru en vous depuis plus de 10 ans aussi. Hein. Ensuite, si on a déjà fait les tests génétiques, doit-on refaire une PGTA? Une question d'Ingrid. Když už mají za sebou genetické vyšetření, jestli musí si dělat PGTA? Určitě ano, protože je spoustu variant genetických, které vznikají takzvaně de novo a třeba například Downův syndrom, když se vyvine u embrya, tak to je od 2 zdravých lidí, takže to není tak, že by to bylo vždycky vázané na rodinu, ale může to být takzvaně de novo vzniklý. Donc, bien sûr, c'est bien de faire la PGTA parce que ça peut
trouver aussi des problèmes qui sont, des maladies, des problèmes qui sont créés, ça veut dire de nouveau, ça veut dire de deux gens qui sont sans problème génétique. Ils peuvent avoir, par exemple pour la trisomie, ils peuvent avoir un bébé qui pourrait avoir la trisomie. Donc, c'est la PGTA, un examen préimplantatoire, qui trouve ce type de maladie. Qui ne serait pas qu'on ne pourrait pas déterminer simplement par un test génétique. Disons que ça permet de découvrir plus de maladies. Quel est l'âge minimum des donneuses choisies? On va faire chez vous alors, hein, bien sûr, chez Sanus. L'âge minimum des donneuses. Jaký je minimální věk naší dárkyň? Od 18 let. Donc, il est autorisé de faire le don à partir de 18 ans. D'accord. Et vous avez des donneuses à partir de 18 ans? Pas trop, parce que chez nous, chaque notre donneuse doit avoir son propre enfant en bonne santé. Donc, à l'âge de 18 ans, c'est vraiment très rare. C'est rare. Donc, j'imagine qu'elles ont plutôt, allez, 22, 23, 24 peut-être. Environ comme ça. D'accord. J'ai une autre question. Quelqu'un dit, est-ce que Sanus fait des tests des fenêtres implantatoires et des tests de tombophilie? En Espagne, ça se fait, et est-ce que cela apporte quelque chose? Tady se paní ptá, jestli děláme vyšetření trombofilické vyšetření, Trombofilních mutací. tak. A jestli děláme test implantačního okna, kdy je implantační okno. Některé pacientky test implantačního okna vyžadují, proto to děláme. Například pacientky z Francie to často vyžadují, se svým gynekologem tuto vyšetří a my se tomu přizpůsobíme. Donc, souvent, on obtient déjà les résultats de la part de la patiente et on suit cette recommandation et on prépare le transfert et le protocole selon les résultats que la patiente nous donne. Co se týče trombofilních mutací, tam je otázka, jestli ty pacientky jsou vyšetřený nebo ne. My v Čechách je vyšetřen trombofilní mutace v rámci celého genetického vyšetření pacienta. Donc, en ce qui concerne les mutations thrombophiliques, ça chez nous, ça se fait dans le bloc des examens génétiques. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'examens génétiques qui se font et dedans, les examens des mutations thrombophiliques font partie. A samozřejmě u pacientek také, které prodělali trombózu v minulosti, abychom věděli, jestli mají mít nějakou prevenci té trombózy i v těhotenství. Protože těhotenství zvyšuje trombózu asi 30krát. Et bien sûr, il y a 30 fois plus de risque de thrombose pendant la grossesse. Donc, ça veut dire les patientes qui ont déjà eu une thrombose en traitement préventif, voilà, de prévention. Et les tests de fenêtres implantatoires, on pense aux tests ERA ou des choses comme ça, parce que je n'ai pas bien compris si vous le pratiquiez ou pas, ou ce type de test. Hein. My ERA test anebo testy, které jsou podobné, tady v Čechách neděláme příliš často, protože vidíme, že to nepřináší příliš velké zvýšení. No, jestliže se u některých pacientek nedaří dlouhodobě utěhotnět, tak tajenským testům také utíkáme. A teďka podle posledních dat, takhle, co člověk měl z konference, na které jsem teďka byl, tak většina center se k tomu takovýmhle způsobem kloní. To znamená teprve u pacientek s více neúspěchama eventuálně ERA test udělat. Ale není to všespásná méthode rozhodně. Donc, depuis les dernières études, on trouve que ce type de test n'est pas une garantie de grossesse. Donc, souvent, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, on ne le fait pas systématiquement. Mais si on voit plusieurs échecs, on essaye de chercher et après, on fait ce type de test. Mais pas chez toutes les patientes. Ce n'est pas systématique. Exactement ce que m'avait dit le professeur Greenberg lors d'un précédent webinaire, ce n'était pas utile de le faire à tout le monde. Exactement. Est-ce que lors d'une FIV-DO, il y a un examen pour la patiente afin de s'assurer que l'implantation de l'embryon se fasse bien? Ça veut dire quel type Des examens de la patiente, j'imagine, ou avant qu'elle vienne, ou une fois qu'elle est chez vous, est-ce qu'il y a des examens particulier de la patiente pour savoir si tout est en ordre pour une bonne implantation de l'embryon?
Paní se ptá, jestli tady děláme nějaké vyšetření, které zjistí, jestli se to povede nebo nepovede po darovaných vajíčkách. Já bych asi vysvětlila ultrazvuk. Pouze ultrazvukové vyšetření endometria v tom cyklu, to je jediná jakoby nějaká kvalitativní záležitost. A potom samozřejmě i kvalita těch blastocyst, které přenášíme. Z toho se dá jedině usuzovat, ale nic jiného se v podstatě ne. Donc, pour la réussite, il y a deux parties. Donc, ça veut dire la qualité des embryons et puis c'est l'utérus. Donc, ce qu'on peut mesurer dans l'utérus, c'est l'endomètre, l'épaisseur de l'endomètre. Donc, ça veut dire chez nous, on fait l'échographie pour vérifier la qualité, l'épaisseur de l'endomètre. Mais faire un examen spécial qui peut nous dire si vraiment le transfert va avoir une réussite, ça n'existe pas. En moyenne, combien de cycles tech d'ondes ovocytes nécessaires pour avoir une grossesse? C'est difficile à répondre, ça. Kolik v průměru čerstvých cyklů a ketů dohromady, aby byla paní těhotná? Tak těch jsou 71% je na poprví, ne? Těch 71% je na poprví. Samozřejmě u pacientek, kde se to opakovaně nedaří, se musí jít v tom vyšetřování dál a je to hodně ovlivněný tím děložním faktorem, jak jsem říkal. Může to být imunologií ovlivněný, může to být ovlivněný i prostě tou substitucí těch hormonů a tak dále. Donc le 71%, le taux de réussite, c'est à la première tentative. Donc dans la plupart des cas, heureusement, ça fonctionne tout de suite. Mais après, c'est très individuel parce que ça dépend du facteur utérien. Donc ça veut dire s'il y a des problèmes dans l'utérus, s'il y a des problèmes, par exemple, immunologiques, etc. Donc après, il faut faire des examens pour voir où est le problème. On ne peut pas dire en général, ça fonctionne si vous faites, je ne sais pas, 5 transferts. A je potřeba taky říct, že ať děláme, co děláme, i když máme vysoké pravděpodobnosti otěhotnění, tak je malý procento pacientek, které bohužel se nepovede k těhotenství dovést. Et même si taux de réussite est très élevé, il y a très peu, un petit pourcentage de patients qui n'arrivent jamais à tomber enceinte, malheureusement. Je to naše přání, dostat se ke 100%. Bien sûr, on souhaite avoir 100%, mais ça pour l'instant, n'existe pas. Alors, dans un don d'ovocytes, la PGTA est-elle moins à risque car les ovocytes sont plus jeunes? PGTA u darovaných vajíček je méně riskantní, protože jsou to mladí dárkyně. Přesně tak, nemá význam tam dělat PGTA, protože akorát si poškodíme kvalitu těch embryí a nezískáme tím nic na pregnancy rate. Donc, il n'y a pas forcément nécessaire de faire la PGTA pour le don d'ovocytes parce que on risque d'endommager les embryons, mais ça ne nous apporte pas de pourcentage en plus pour le taux de réussite. Toujours pour une FIV-DO, à quoi sont dus les échecs suite au transfert? Ça, je pense que vous aimeriez avoir la solution pour ça. Jaký jsou příčiny neúspěchu transferu při darovaných vajíčkách? Bohužel v určitých procentech nevíme, proč se tak děje. Proč se nám to nepovede. Dans certains cas, on n'arrive pas à trouver où est le problème. V některých případech, když jsou fibromy a tak dále, můžeme se domnívat, že třeba uterní faktor, anatomický vliv a tak dále může ovlivňovat pregnancy rate. Dans certains cas, bien sûr, ce sont des problèmes dans l'utérus, comme par exemple les fibromes, etc., qui influencent les chances de réussite. Ale problém je v tom, že jestliže tu pacientku pošleme na operaci a ta operace se neúplně povede, my můžeme ten pregnancy rate ještě u pacientky snížit. Mais en même temps, si par exemple il y a un fibrome, la patiente se fait opérer, en même temps, ça peut diminuer encore les chances de grossesse parce que si pendant l'opération, l'endomètre est abîmé, quand on enlève le fibrome, ça peut mener vers les chances encore moins élevées qu'avec le fibrome. Donc ça, c'est trop difficile de trouver l'équilibre entre les recommandations. Après 43 ans, c'est plus 40, c'est 43, la FIV-DO a-t-elle un bon taux de réussite d'après votre expérience? Est-ce qu'on est toujours à 70%? C'est, j'imagine, la question, ou est-ce que c'est moins? Po 43 letech pořád 70% úspěšnost u darovaných.
Tam, jestliže není žádný jiný vliv a je to pouze otázka těch vajíček, tady degradace kvality a kvantity vajíček, tak potom ten věk na 40 příliš nehraje roli. Donc, s'il n'y a pas d'autres problèmes dans l'utérus, il n'y a pas de problème pour faire le don d'ovocytes. Ça veut dire l'âge n'influence pas beaucoup le traitement, les chances de traitement du don d'ovocytes, mais ce qui influence beaucoup, ce sont les problèmes qui se trouvent dans l'utérus. Et avec l'âge, bien sûr, les risques d'avoir des problèmes dans l'utérus sont plus élevés. Mais sinon, les chances, si on parle seulement de l'âge, ça veut dire du vieillissement des ovocytes, les chances sont toujours pareilles. En fait, c'est l'âge, entre guillemets, de l'utérus qui joue, parce que plus il vieillit, théoriquement, moins il est susceptible de recevoir l'embryon, j'imagine. Věk dělohy, pokud nejsou patologické nálezy, nehraje příliš roli. Jsme schopni dneska zavíst embryo i do 70letý dělohy. Jo, to není problém, ale problém je, aby nebyla nějakým způsobem devastovaná nebo destruovaná nějakým patologickým procesem. Donc, c'est pas l'âge de l'utérus qui joue le rôle, c'est l'âge des ovocytes. Mais avec l'âge, les risques des maladies, des problèmes dans l'utérus augmentent. Mais sinon, on est capable, par exemple, de transférer l'embryon et d'avoir une grossesse chez une femme qui a 70 ans si son utérus est bon. Mais le problème, c'est qu'avec l'âge, les risques des maladies utérines augmentent et c'est ce qui diminue les chances de grossesse. Alors là, je précise tout de suite, avant qu'on ait des appels téléphoniques, que vous ne faites pas du tout les transferts et les dons d'ovocytes de femmes pour des femmes de 70 ans. Je préfère le préciser tout de suite avant que nous ayons des appels à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs repréciser l'âge maximum en République tchèque. La limite d'âge, c'est 48 ans plus 364 jours. Donc, ça veut dire la veille de l'anniversaire de 49 ans. Voilà, je préfère le préciser parce qu'effectivement, on reçoit des appels. Un exemple biologique. Voilà. Voilà, on reçoit des appels parfois très curieux à l'association. Je comprends, moi aussi. Bonjour, est-ce qu'il arrive que le don d'ovocytes ne permette pas d'obtenir une grossesse sans raison médicale expliquée? Může se stát, že paní nikdy neotěhotní a není k tomu žádný vysvětlení. Bohužel se to může stát. Na la raison, ça peut arriver. Je to v řádech, je to v řádech pár procent těchto pacientek, ale bohužel i takové pacientky máme. C'est très peu de pourcents, mais malheureusement, il arrive qu'il y a ces patientes. Alors, quels critères regardez-vous pour la sélection de la donneuse d'ovocytes? Alors là, ça va être une question assez longue, on va peut-être pas en parler trop. Tu peux expliquer quand même les règles pour sélectionner les donneuses en général. Donc, bien sûr, il y a des règles données par la loi, donc ça veut dire tout ce qui est donné par la législation de l'Union européenne qui est en conformité avec la loi française. Donc, ça veut dire qu'il y a tous les examens génétiques, les antécédents, etc. Donc, ça, chaque candidate doit passer vraiment beaucoup d'examens pour pouvoir devenir donneuse. Et ensuite, si on a déjà une demande concrète, donc on parle du phénotype, donc ça veut dire même si le don d'ovocytes est anonyme en République tchèque, on compare et on regarde tout ce qui est la couleur de cheveux, la couleur des yeux, les traces du visage, etc. Et on cherche et on propose des donneuses le plus proche possible des patientes, des receveuses. Et bien sûr, vous contrôlez ces fameuses, ce qui fait peur, hein, je te dis, c'est les maladies génétiques. Les gens nous appellent souvent pour ça. Est-ce qu'en République tchèque, c'est bien contrôlé? J'allais dire, c'est même des fois plus contrôlé. C'est une batterie, quand c'est imprimé, c'est une batterie un peu comme ça, de type d'examen, etc. Donc, de type de mutation, etc. Donc, s'il y a quelqu'un qui demande ça, on peut l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et ce sont des règles européennes, voire internationales même. Alors, quelle incidence y a-t-il si l'implantation ne se fait pas au moment de l'ovulation de la receveuse? Comment cela se passe pour caler les cycles donneuses-receveuses? Je crois que c'est plutôt ça la question, c'est comment ça se passe pour caler les cycles donneuses-receveuses. Jak se dělá synchronizace cyklů? Dělá se pomocí substituce.
Donc, on fait la synchronisation du cycle de la receveuse et de la donneuse. Donc, chez la receveuse, c'est par le protocole qui fait le cycle artificiel, ça veut dire le traitement de substitution hormonale. Alors, c'est une question que j'avais déjà reçue, celle-ci. Concernant les critères des donneuses, il y a des critères physiques, le poids, la taille, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, mais peut-il y avoir des critères de caractère généraux comme un caractère doux ou autre? C'est curieux. Dát i jakoby, jaký charakter má dárkyně. Ça, c'est très difficile de... Myslím si, že vlastnosti a ty věci, to je hodně jako hluboká teorie k tomu, abychom podle toho vybírali dárkyně. Myslím si, že my se snažíme, ale myslím si, že to je naprosto nepodchytitelný. Donc, on vraiment fait un effort de trouver les donneuses le plus proche possible au niveau physique. Ensuite, on connaît aussi le niveau d'études, etc. Mais en ce qui concerne le caractère, ça c'est très difficile de se rapprocher, donc c'est vraiment compliqué. Tady ty vlastnosti jsou hodně determinované potom výchovou. Après, c'est déterminé aussi en famille, etc. Donc, a odhadnout vlohy, který má, je taky těžký a samozřejmě buď to se to povede probudit, anebo se to nepovede. Pour savoir si la donneuse a du talent pour quelque chose, etc., c'est vraiment très compliqué de savoir, c'est pas possible. Ensuite, alors j'ai deux questions qui sont très compliquées et qu'on pourrait peut-être renvoyer à un webinaire qu'on a fait avant lors d'une de nos réunions sur l'épigénétique. Parce que concernant l'adoption dite biologique, vous ne considérez pas le rôle de l'épigénétique. Et l'autre question, c'est bonjour, sur un don d'ovocytes, la mère transmet-elle quand même une partie de son patrimoine génétique? Et si oui, quelle est la part de cette transmission? C'est toute la question de cette science nouvelle, l'épigénétique. Et je conseille alors d'aller sur alors soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube, où un spécialiste de l'épigénétique a fait une conférence très, très intéressante lors de notre dernière réunion à Paris, et c'est vraiment un des grands spécialistes français de l'épigénétique. Mais si vous avez une idée là-dessus, bien sûr, vous pouvez répondre, ou si le docteur Stepan veut répondre là-dessus. Nová věda genetika, která jestli z darovaných vajíček se něco přece jen přenese z té matky. Je to hodně v plenkách, když to řeknu. Ještě něco se předpokládá, že tam dojde k nějakému jakoby chromozomálnímu vlivu, ale zatím je to hodně v plenkách a nedokážu teďka o tom jako říct víc. On n'est pas capable de donner des explications, d'en parler parce que vraiment cette science est vraiment au début et là on est plutôt médical, purement médical, tout ce qu'on connaît là maintenant. Peut-être dans le futur, on verra bien. Myslím si, že se to dozvíme v následujících letech, protože ta epigenetika samozřejmě se řeší a ty výsledky prostě přijdou. Bien sûr, l'épigénétique maintenant est vraiment en croissance, donc on verra bien ce que ça va donner et peut-être dans quelques années, on aura une réponse à cette question-là. Plus précise. Pour l'instant, c'est réservé effectivement aux spécialistes de ce domaine. Exactement. Est-ce que le test MatriceLab, par exemple, est recommandé? Alors, analyse des facteurs immunologiques pour favoriser l'adhésion puis le développement de l'embryon. On en a un peu parlé tout à l'heure. Si doporučujeme test MatriceLab, to je to, co vyšetřuje imunologické prostředí v děloze. Příliš to nedoporučujeme. Nemá to příliš vliv na ten pregnancy. My s tím příliš nepracujeme. Samozřejmě u pacientek, kde se přijde na nějaký imunologický problém, tak tam je to třeba doporučený a jsme schopní akceptovat výsledky i z Francie, když sem přijedou, abychom zajistili ty pacientky, ale že bychom to primárně vyžadovali po pacientkách, nevypadá to, že by to bylo tak častý, aby nám to zlepšovalo výsledky.
Chez la patiente, nous donne ce résultat. Bien sûr, on travaille avec, mais selon nos études et nos expériences, malheureusement, ça n'augmente pas beaucoup de chances. Donc, de notre part, on n'oblige pas les patients de le faire. Faut-il refaire les tests utérus, j'imagine que c'est l'épaisseur de l'utérus, hein, si nous sommes en processus de PMA en France, mais sans résultat, et que l'on envisage un don d'ovocytes. En gros, je vais traduire, est-ce que vous demandez que les personnes qui viennent chez vous fassent à nouveau les examens? Je comprends. Jo, povím, to je na té datovém poslední posílá. Donc, je vais répondre parce que tout ça, c'est très individuel, ça dépend. Les examens chez chaque couple sont différents. Donc, ce qu'on recommande, c'est de tout scanner, nous envoyer, on étudie tout ça, ce que vous avez. Et si besoin de faire quelque chose ou refaire quelque chose, on vous dit après. C'est vraiment très individuel et ça dépend de chaque cas. Alors, question d'Audrey. L'adénomiose gêne-t-elle la nidification suite à une FIV avec don d'ovocytes? Quel est le pourcentage de grossesse avec de l'adénomiose? Adenomyoza ovlivňuje šance na těhotenství při darovaných vajíčkách? Pokud ano, jak to ovlivňuje procenta úspěchu? Určitě to snižuje. Bien sûr, l'adenomiose diminue les chances de grossesse. Na druhou stranu adenomyoza je závislá ve své podstatě na cyklu. Mais en même temps, l'adenomiose est dépendante du cycle de la patiente. A jsou dvě možnosti. Buď to pacientku zablokujeme a tím tu adenomyozu jakoby inaktivujeme. Et il y a deux solutions, deux possibilités ce qu'on peut faire. Soit on fait le blocage du cycle de la patiente. Tahle blokáda může trvat 3 až 6 měsíců. C'est un blocage pour 3 ou 6 mois. A potom se dostáváme již na procenta, která jsou, jako kdyby tu adenomyozu neměla. Et après, on a le taux de réussite à peu près presque comme s'il n'y a pas adenomiose. Druhá možnost je operační řešení adenomyozy. Bien sûr, après, il y a une possibilité d'une opération de l'adenomiose. Ale ta může být poměrně silně traumatická vůči celé děloze. Mais ça peut apporter beaucoup de risques pour tout l'utérus. A tím pádem i k možnosti otěhotnění. Et bien sûr, après pour les chances de grossesse. Trošku problém je u pacientek, které používají vlastní vajíčka, protože tam musí být blokace a nejlépe je, když ty embrya si vytvoříme předtím, půl roku je zablokujeme a potom zaneseme ty embrya. Donc, pour le don d'ovocytes, c'est moins compliqué. Beaucoup plus compliqué, c'est pour les patientes avec ses propres ovocytes. Ça veut dire on fait d'abord le prélèvement des ovocytes pour pouvoir les congeler. Après, on fait le blocage de 6 mois de cycle de la patiente et après, on peut utiliser les embryons créés avec les ovocytes prélevés avant. Jinak adenomyoza je poměrně onemocnění, který je dlouho známé, ale je problém a v dnešní době se hodně řeší diagnostika adenomyozy, protože se zlepšujícíma se ultrazvukama my ty adenomyozy vidíme v té děloze. Donc, l'adenomiose est une maladie qui est connue depuis longtemps. Là, maintenant, ce qui commence à être meilleur, c'est le diagnostic de l'adenomiose, parce que comme l'échographie, donc les machines à l'échographie deviennent de plus en plus meilleures, on peut déjà voir avec l'échographie de l'adenomiose. Dříve to bylo tak, že jsme měli podezření na adenomyozu, ale bylo to potvrzené až histologicky při odstranění dělohy, což samozřejmě je pro nás neakceptovatelné. Donc avant, on a eu une confirmation de l'adenomiose quand l'utérus a été enlevé. Donc ce qui n'était pas possible pour pouvoir continuer le projet de grossesse. Donc là maintenant, ça commence à être mieux diagnostiqué. Alors, une question très technique. Le fait de travailler durant 15 ans dans la radiographie gamma-graphique a-t-il une influence sur la qualité des spermatozoïdes? 15 let práce s rentgenem a těma paprskama, radiopaprskama, jestli to má vliv na kvalitu spermií. Může to mít vliv, ale to by ve svým podstatě ty pracoviště měly řešit těma osobníma dozimetrama tím, že by neměly být vlastně exponovaným prostředí tak dlouho, aby to mělo vliv. To by měl hlídat jakoby ten zaměstnavatel, který ty rentgenové mašiny tam má. Ça peut avoir une influence sur la qualité
des spermatozoïdes, mais tout ça, ça devrait être traité par les réglementations de chaque établissement qui travaille avec ça. Donc, D'accord. ça dépend après. C'est quand même une question sérieuse. Obecně ten pracovník by neměl dostat nikdy vyšší dávku, než je nějaká přípustná, která by mohla to odrážet v jejím zdravotním stavu. En général, celui qui travaille avec ce type de radio devrait pas être sous influence de cette mauvaise, de cette mauvaise Oui, onde. protéger, Voilà. oui, il doit se protéger, l'établissement doit le protéger. Et on devrait avoir la réglementation et comme ça ne devrait pas finalement influencer la qualité des spermatozoïdes. Mais si tout le monde suit les réglementations, etc., après ça dépend. C'est pas partout, dirons-nous. Alors, quelles sont les raisons possibles d'échec de transfert lors d'une FIV avec don d'ovocytes? On en a déjà parlé, il me semble. C'est une question qu'on a déjà résolue. Hein. Alors, y a-t-il des donneuses nord-africaines ou méditerranéennes dans votre clinique? Et non, à nouveau, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes brunes. Hein. Il y a quand même des femmes brunes. Elles ne sont pas toutes blondes en République tchèque, mais pas vraiment de type nord-africaine ou méditerranéenne, parce que là, il faut plutôt vous diriger vers nos cliniques du Portugal. Alors, quel examen peut-on faire pour connaître la qualité de nos ovocytes? Quel indicateur, à part l'âge, peut nous donner cette information post-prélèvement d'ovocytes? Jaký vyšetření na to, aby se zjistila, jakou kvalitu vajíček paní má? Kvalitu vajíček samozřejmě musí se udělat základní genetika pacientky, ale ta genetika pacientky nemusí souviset s kvalitou těch vajíček. A jednotlivý vajíčka geneticky my nejsme schopni vyšetřit. My bychom je byli schopni vyšetřit a došlo by k destrukci těch vajíček a už by nešli použít. Ale paní spíš myslí asi AMHčko, který AMH nám řekne jenom množství, ale o kvalitě nás nepřesvědčí nic jiného, než až vyšetření embrya, protože samotný vajíčka nejsme, protože to je jedna buňka, nejsme schopni to vyšetřit. Donc, on est capable de faire l'examen de AMH, ce qui nous montre le nombre d'ovocytes ou la réserve ovarienne, mais on n'est pas capable de connaître la qualité des ovocytes. Ce qu'on peut faire, ce sont des examens génétiques qui peuvent, selon lesquels on peut voir si la qualité peut être ou pas bonne. Mais finalement, le seul moment, c'est quand on peut voir la qualité des ovocytes, c'est quand on voit la qualité des embryons. Donc, ça veut dire après la fécondation, ou on peut le faire sur l'ovocyte, mais en même temps, on détruit l'ovocyte si on voit la qualité. Donc, pas vraiment de solution. Quel est le risque de trisomie pour les grossesses avec don d'ovocytes? Faut-il faire une amniosynthèse même si la donneuse est jeune? Jaký je riziko Downova syndromu a druhých trizomí, když máme darovaný vajíčka a jestli je potřeba dělat amniosyntézu, když mají darovaný vajíčka? Nevím, jak je to ve Francii, ale v naší republice se u všech těhotných dělá prvotrimestrální screening. Prvotrimestrální screening musí být založen na datumu narození dárkyně a z jejího věku vycházejí rizika trizomí Downova-Edwardsova patového syndromu. Amniosyntéza následuje při vysokém riziku při prvotrimestrálním screeningu. On ne sait pas comment ça se fait en France, mais en République tchèque, on fait un screening pendant le premier trimestre qui nous montre les risques de trisomie. Donc, et si les risques sont plus élevés, après, on fait la myosynthèse parce que les risques sont comptés en fonction de l'âge de la donneuse. D'accord. Quel est le taux de fausse couche avec une FIV-DO? C'est difficile à dire, j'imagine. Potratovost po darovaných vajíčkách? Bude se pohybovat někde mezi 5-7%. Environ entre 5-7%. Ale to je rozdíl mezi pregnancy a take home baby, který já nejsem schopen teďka ve skupině na 40 let jakoby vydefinovat. Mais on n'est pas capable de dire juste pour les patientes qui ont plus de 40 ans, c'est en général. Nouvelle question, mais je connais la réponse pour l'instant. Savez-vous si la législation de votre pays est en train d'évoluer et de s'ouvrir aux femmes célibataires? C'est une question que j'ai tout le temps.
Jestli se otevře naše legislativa k ženám, které jsou sami. Zatím tomu nic nenaznačuje. Pour l'instant, pas de changement. Pas de changement. On prévoit pas de changement. Pour Alors, on l'instant. me demande c'est quoi le test ERA? En 2 mots, vous pouvez expliquer. Co to je test ERA? Jo, tak to asi vysvětlíte. Donc, okno. c'est un test qui est capable de nous montrer la fenêtre d'implantatoire. Ça veut dire quand il faut ajouter la progestérone pour pouvoir avoir le plus de chances pour l'annulation des embryons, si je peux dire en bref. Après combien d'échecs vous faites l'examen d'implantation, justement ce type de test, vous le faites après combien d'échecs? Vous le demandez. Neúspěších doporučujeme dělat teda test. To záleží asi, ne? To záleží, to je individuální přístup. Ça, c'est très individuel, ça dépend de beaucoup de facteurs, donc Il y a difficile beaucoup de de dire. questions sur ces tests. Hein. Moi, j'en ai aussi beaucoup. Encore une, dans le cas où le WinTest a révélé une fenêtre d'implantation décalée, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous êtes plus confiant quant à la réussite du transfert? Že jestli, když nám to ukáže posunutý okno implantační, jestli to bereme v Même si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité de l'examen. I přesto, že nejsme přesvědčení. Samozřejmě. Bien sûr, on prend en compte le résultat de l'examen. Bien sûr, quand vous le demandez, mais il n'est pas nécessaire pour tout le monde, c'est ça. Exactement. Mais il y a des patients qui vraiment veulent suivre ce type de protocole avec le résultat de test ERA. Donc, on n'est pas contre. Il faut rappeler que c'est assez cher. Říkáme, že funguje ten test. My spíš si myslíme, že to nepatří do primárního řešení možnosti jako otěhotnění. Donc, juste pour préciser, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire ce test. On dit que ce n'est pas le test nécessaire, c'est pas un test nécessaire au début pour tout le monde. Donc, c'est vraiment quand il y a des problèmes, on peut essayer. Ça peut être un des tests qu'on peut faire après s'il y a un échec. Další věc je, že ta cena toho testu je obrovská a kdybychom to měli dělat všem pacientkám, tak to prostě nejde. No. Et bien sûr, c'est un examen qui est assez cher, donc pas toutes les patientes peuvent se permettre. Bien sûr, c'est un certain coût. Hein. Autre question, là, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Je vis au Bénin, j'ai 29 ans, je veux faire un don d'ovocytes. Eh bien, écoutez, si vous êtes, j'allais dire, de peau blanche, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes de peau noire, j'allais dire, il n'y a pas du tout de donneuse d'ovocytes noire en République tchèque. Il faut vous tourner, dans ce cas-là, vers nos cliniques du Portugal. Et bien sûr, il faut obtenir un visa pour pouvoir venir en Europe. Mais on est très flatté de savoir qu'on nous regarde finalement d'aussi loin, que nous avons des gens de toute la francophonie qui regardent nos webinaires. En tout cas, merci. Alors, quelle épaisseur d'endomètre est idéale pour un transfert don d'ovocytes? Ideální výška endometria pro transfer? My pokládáme jakoby nejoptimálnější endometrium nad 8 mm, ale například minulý týden na konferenci se několik kolegů v Evropě shodlo na tom, že už od 6 mm budou sliznici jako připravenou. Donc, l'idéal, c'est à partir de 8 mm et plus. Mais le médecin, la semaine dernière, a été une conférence européenne et là-bas, ils se sont mis d'accord que ça fonctionne à partir de 6 mm. Plusieurs collègues se sont mis d'accord que ça fonctionne à partir de 6 mm. Alors, quel est le meilleur moment du cycle de la receveuse pour accueillir un embryon? Nejlepší moment cyklu příjemkyně 17, 22. Je to samozřejmě to okno někde kolem 17. 18. dne až 22, 25. Ale při tom substitučním cyklu tam to okno není přesně definovaný. Samozřejmě, když máme nativní cyklus, který se příliš při darovaných vajíčkách nevyužívá kvůli synchronizaci, tak tam je to potom daleko přísnější. Takže ten substituovaný tam nám dává poměrně velkou volnost. On travaille avec le cycle substitué, donc ça veut dire le cycle est fait artificiellement avec le médicament. Donc, et là-bas, on le fait environ entre J17 et J22 à peu près. Donc, bien sûr, si on parle après du cycle naturel, c'est différent.
Là-bas, il faut vraiment être exact. Il faut le faire exactement le jour choisi. Mais là, pour le don d'ovocytes, on utilise le cycle artificiel. Donc, ça veut dire substituer. Et là, il s'agit du J22 à peu près. Est-ce qu'une donneuse peut faire un don d'ovocytes plusieurs fois dans sa vie? Alors, ça dépend des pays, mais vous allez pouvoir répondre pour la République tchèque. Jestli dárkyně může darovat víckrát během života? Může. Oui, elle peut donner ses ovocytes plusieurs fois. Doporučený je maximálně 5krát. Il est recommandé de faire le don au maximum 5 fois. Le maximum 5 fois. Il y a un contrôle, il y a quelque chose ou... Pracuje se na vytvoření databáze dárkyň, ale zatím není spuštěná. Předpokládá se, že bude v nejbližších měsících maximálně letos. Donc là, on est en train de préparer une base de données de donneuses pour toute la République tchèque. Et ça va être lancé dans les prochains mois. D'accord. Il y aura donc une base nationale dans laquelle on pourra contrôler si elle a déjà donné dans une autre clinique, par exemple. Exactement. Est-ce qu'il y a une prise en compte des critères psychologiques chez la donneuse et sa famille? Psychologické kritéria dárkyně a její rodina. Ta pacientka musí mít potvrzení od svého ošetřujícího lékaře, že není léčena s žádnými psychiatrickými chorobami a tak dále. Musí to být zdravá žena, jinak ji vůbec nepřijmeme do léčby. Donc, la donneuse doit avoir une attestation de son médecin généraliste qu'elle n'est pas suivie pour des problèmes psychiatriques, psychologiques. En moyenne, pour une donneuse, combien d'embryons sont disponibles et viables? Ça, c'est compliqué parce que ça ne dépend pas seulement de la donneuse, ça dépend du partenaire masculin, j'imagine que ça dépend de plein de critères. Kolik zhruba embryí máme z jednoho darování? Filip říká, že to je těžký říct. To je hrozně individuální. C'est très individuel. Donc, když je všechno optimální, tak ze všech vajíček, které odebereme, vzniknou embrya. Ale ve většině případů dochází k redukci a ta redukce může být mezi 30 až 80% bez problémů. Donc, bien sûr, si tout est idéal, on obtient de tous les ovocytes, on obtient des embryons. Mais comme la sélection naturelle est normale, la sélection peut être entre 30 et 80%. Mais vraiment, il y a beaucoup de critères. C'est pas seulement la donneuse. C'est compliqué, c'est très individuel. Ouais, j'imagine, c'est vrai que c'est complètement différent. Nous, on a les retours à l'association, ça va de 0 à, on a peut-être vu une dizaine peut-être. Hein. Exactement. Pour comparer les phénotypes de la donneuse et de la receveuse, est-ce que la donneuse fournit des photos d'elle quand elle était petite? Jestli disponujeme i fotkama dárkyně, když byly malí, to nejenom dospělí. Jenom dospělosti. Juste à l'âge adulte, pas quand était petite. Est-ce que les donneuses viennent de République tchèque ou d'autres pays éventuellement? Jestli máme dárkyně jenom z Česka nebo jiných zemí? Jenom z České republiky. Seulement de la République tchèque. C'est ce qui me semblait qu'elle devait être, à la différence d'autres pays, seulement tchèque, hein, pas d'importation d'ovocytes ou autre. On sait que les maladies psychiques sont pour une partie héréditaires. Est-ce que c'est pris en compte? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. La donneuse doit avoir une attestation de son médecin généraliste. Elle n'est pas suivie pour les maladies psychiques et psychiatriques. Quelle est l'incidence du SOPK sur la PMA avec ses propres ovocytes? Jak ovlivňuje syndrom polycystických ovárií šance u vlastních cyků? Samozřejmě ovlivňuje tam složitější získání těch vajíček, ale na to jsou protokoly, které jako poměrně dobře fungují. Donc, il y a des protocoles spéciaux pour ces femmes. Ces protocoles fonctionnent assez bien, donc on est capable d'avoir des bons ovocytes pour pouvoir obtenir des embryons aussi chez les patientes avec SOPK. Comment choisissez-vous les meilleurs spermatozoïdes? Jak vybíráme nejlepší spermie? Čipem nebo Pixi. Donc, il y a plusieurs méthodes. Dans la plupart des cas, c'est le Fertile Plus ou le Pixi. Bien sûr, qui sont des traitements supplémentaires ou c'est inclus dans les traitements que vous proposez ou c'est quelque chose qu'on doit prendre en option et que le médecin détermine? Ce sont des méthodes
qui sont en option. Ça dépend. Soit c'est recommandé par le médecin, mais chaque fois, la décision finale, comme c'est payant, la décision finale est toujours au patient. Donc, mais quand il faut faire un examen, en plus, on recommande et on dit il faut faire ou il vaut mieux faire ça ou ça. Alors, quel est le taux de progestérone minimum pour la receveuse pour un transfert? Jaký je minimální hodnota progesteronu před transferem? Mělo by to být na těch 10 jednotek laboratorních, která by měla být. Ta dávka, kterou my dáváme, tak je dostatečná na to, aby to bylo v pořádku. Donc, ça devrait être plus de 10 unités qu'on utilise en République tchèque. Je vais expliquer tout à l'heure parce que les unités en République tchèque et en France qu'on utilise sont différentes. Donc, ça devrait être au-delà de 10. Mais le dosage de la progestérone qu'on donne, ça veut dire la progestérone que la patiente prend par voie vaginale, est assez élevé pour pouvoir avoir ce taux minimal de 10 unités. Alors, est-ce qu'une épaisseur d'endomètre de 10,7 mm peut être une raison d'échec pour une FIV avec don d'ovocytes? 10,7? 10,7, oui. Est-ce que c'est une cause, ça pourrait être une cause d'échec pour une FIV-DO? Paní měla sliznici 10,7 mm, jestli to může být ten, proč to ne... J'imagine c'est quelqu'un qui est concerné et qui a cette épaisseur. Jsem schopen říct, ale sliznice 11 mm je v pořádku. Donc, l'endomètre de 10,7 mm est bon, mais pour dire si c'était la cause d'échec, c'est difficile de dire. Combien de blastocysts vous garantissez pour une FIV-DO, pour un cycle de FIV-DO? Donc, je vais répondre, on garantit 2 blastocysts de bonne qualité pour la FIV avec don d'ovocytes. Alors ça, c'est une question auquel on a déjà répondu, il me semble. Avec la FIV-DO, y a-t-il une incidence avec le SOPK? On a répondu pour les propres ovocytes, mais on n'a peut-être pas répondu pour la FIV-DO. Est-ce qu'il y a une influence avec le SOPK? Jestli, když mají pacientky darovaný vajíčka a trpí syndromem polycystických ovárií, jestli to nějak ovlivňuje úspěšnost u darovaných vajíček. Rozhodně ne. Ça n'influence pas le taux de réussite. D'accord. Comment peut-on améliorer, et ça je pense que tout le monde aimerait avoir la réponse, la qualité de ses propres ovocytes après 40 ans? En fait, c'est parce qu'on nous parle très très souvent de rajeunissement ovarien, de techniques de rajeunissement ovarien. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Le professeur Greenberg nous disait c'est un peu la poudre aux yeux, ça ne fonctionne pas encore. Il y a des cliniques dans le monde qui le proposent. Je ne sais pas ce que vous pensez d'améliorer la qualité des ovocytes. Proto, aby se nám zlepšila kvalita vajíček po 40. Některé kliniky, myslím, že zejména v Řecku, nabízejí programy na omlazení vajíček, ale už to diskutovali s profesorem Wimbergem ve Francii, který říkal, že jako to nefunguje prozatím. Víme o těch metodách, které jako jsou, ale podstata toho všeho je snížená kvalita vajíček, to je buňka, která tam je od začátku života. Do té buňky nejsme schopni dát nějakou látku, která by najednou ta buňka zase se omladila. To prostě neexistuje. Donc, on connaît ces propositions des autres cliniques qui proposent plusieurs types de rajeunissement des ovocytes, mais il faut voir qu'il s'agit d'une cellule qui est là depuis la naissance de la femme et pour l'instant, il n'existe pas de moyens qu'on peut ajouter là-dedans pour améliorer la qualité ou pour rajeunir les ovocytes. C'était pour l'instant aussi l'opinion du professeur Greenberg que c'était un peu un argument marketing plus qu'autre chose et que c'était pas pour gagner de l'argent et que c'était pas tout à fait sérieux. En cas de FIV-DO, y a-t-il plus de chances de réussite avec un transfert d'embryon frais qu'avec un transfert d'embryon congelé? Jestli je víc šancí při ketu nebo při čerstvých embryích? Dřív ten rozdíl byl někde mezi 5, 10, někde až 15%. Dneska díky technologiím zamražování a rozmražování, jak u vajíček, tak u embryí, dochází k tomu, že tyhle
počty a ty úspěchy jsou téměř stejné. Donc avant, il y avait une grosse différence entre 5 et 15%. Mais là, grâce à la méthode de vitrification qui fonctionne très très bien, il n'y a pas de différence. C'est aussi ce que m'ont dit les autres cliniques, que maintenant avec les nouvelles techniques, parce que c'est une question qui revient aussi souvent, embryons frais, embryons congelés. Alors je crois que nous n'avons plus trop de questions, vous avez répondu à beaucoup de questions, pas trop non plus de questions psychologiques. Violaine, tu n'as pas eu à répondre beaucoup, mais tu as appris sans doute beaucoup de choses pour tes groupes de parole. Je pense que c'est très utile pour toi, pour les gens qui viendront à ces groupes de parole, et je vous conseille, parce que Radka ne peut pas répondre évidemment à toutes les questions qui peuvent se poser, de vous inscrire dans ces groupes et de venir en discuter entre vous, bien sûr, et avec Violaine pour un certain nombre de choses. Violaine, tu as déjà quelque chose à ajouter Oui, je voulais dire, je suis impressionnée par le nombre de questions qui sont quand même très techniques. Et ça revient toujours beaucoup, la question de la sélection de la donneuse et de la ressemblance. C'est un vrai problème pour beaucoup de monde. Donc, vraiment, je voudrais vous inciter à faire toute réflexion psychologique, si besoin, vous faire suivre, vous faire prendre en charge, parce que je crois que la question du deuil des ovocytes, c'est une vraie question. Et qu'à la fin, on est un petit peu obligé de lâcher par rapport à ça, de savoir si l'enfant il va me ressembler ou pas. Malheureusement, on n'a aucune garantie là-dessus. Je voulais aussi rebondir un peu sur la question là, du rajeunissement des ovocytes, parce que c'est une question qui m'a été posée un petit peu dans les groupes. Et en effet, je pense qu'il y a pas mal une question de business derrière. Et attention avec votre argent à toutes ces promesses miracles. Moi, je suis praticienne en médecine douce à Nice, donc sophrologue, praticienne en psychoponcture, évidemment, je crois à tout ça. Je crois que c'est des bonnes techniques, sinon j'en aurais pas fait mon métier. Mais attention à ceux qui vous promettent que moyennant tel traitement ou quoi, vous allez pouvoir à 45 ans avoir des ovocytes de 25 et être mère avec vos gènes. À un moment donné, il faut lâcher un peu ça quand même si c'est pas évident. Donc oui, je voudrais vous inciter à vous inscrire au groupe de parole. C'est important, je pense, de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que vous et qui sont des problématiques légitimes. Si vous avez des questions, allez-y sur l'aspect psychologique. J'ai beaucoup appris, moi, dans ce webinaire, mais je vais me le réécouter plusieurs fois parce qu'il y avait des questions tellement techniques, je n'ai pas pu tout mémoriser. Merci au docteur pour sa patience et la précision, la qualité de ses réponses. Je précise qu'il y a en Europe pas loin d'1 millier de cliniques. On n'a pas l'impression, et que bien sûr, dedans, il y a aussi des cliniques qui sont Europe, mais pas Union européenne, et qui ne répondent pas aux réglementations de l'Union européenne et qui peuvent se permettre ce qu'elles veulent, y compris de vendre des traitements, j'allais dire, qui sont parfois poudre de perlimpinpin, c'est clair. Donc, il faut faire très attention. Et c'est là aussi que les associations ont ce rôle, bien sûr, de sélection, entre guillemets, pour conseiller des cliniques. J'ai une question pour toi, Violaine. Votre fille vous pose-t-elle des questions sur sa mère biologique? Alors ça, c'est une question effectivement importante aussi. Enfin, une question pour moi. Donc oui, ça, c'est la question qui revient chaque groupe de parole. Donc non, ma fille ne se pose pas de questions. Donc, je lui ai parlé du fait qu'elle est issue d'un don depuis qu'elle est bébé. Là, quand j'ai commencé à animer les groupes de parole, donc c'est revenu dans la discussion, je lui ai redit, tu te souviens qu'elle était issue d'un don? Elle avait oublié, bon, elle a 8 ans. Et en fait, vraiment, honnêtement, ça lui est égal complètement. La question, je vous dis franchement, la question qui revient à chaque fois, c'est est-ce que pendant que tu fais ton groupe de parole, je vais pouvoir regarder un dessin animé à la télévision? Et en fait, elle est absolument ravie quand je fais le groupe de parole. Là, ce soir, elle est partie chez la voisine, donc elle s'amuse.
Tout va bien, mais elle était presque déçue d'aller chez la voisine parce qu'elle aurait préféré pouvoir se faire une soirée télé avec des dessins animés pendant que je fais le webinaire. Donc non, elle ne se pose pas de questions. Après, peut-être qu'à l'adolescence, elle s'en posera plus. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a de l'amour entre nous? Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que je la considère comme ma fille? Est-ce qu'elle me considère comme sa maman? Évidemment que oui. Donc, je pense qu'à la fin, la question de l'origine génétique, elle passe au second plan. Mais c'est bien de se la poser. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et dire que c'est pas une question, c'est quand même une vraie question. Voilà. Merci. Merci. J'ai encore une question, alors de nouveau médicale. Est-ce que l'embryo-glu, c'est une question qui revient aussi souvent, l'embryo-glu, c'est un nom merveilleux, on a l'impression que c'est une colle pour les embryons. Est-ce que l'embryo-glu améliore réellement les résultats d'implantation de l'embryon? Également, en FIV-DO, est-ce qu'on peut enchaîner les cycles substitués et les transferts d'embryons en cas d'échec d'implantation? Ou bien est-ce que votre clinique recommande un cycle de pause avant de refaire un transfert? Jestli embryo glue k ničemu, jestli to zvyšuje šance a tak dále. A pak druhá otázka byla, jestli když se nepovede jeden cyklus, jestli můžeme hned v dalším cyklu pokračovat s léčbou nebo si dát cyklus pauzu. Co se týče EmbryoGlue, je to perfektní marketingový název, protože lidi na to opravdu slyší. Donc, bien sûr, en ce qui concerne l'embryo glue, c'est un nom marketing parfait. Je to samozřejmě otázka toho, že jsou nějaké enzymy přidané do toho roztoku, v kterým se to přenáší. Donc, c'est un média de culture qui contient des vitamines, des enzymes, etc. My vidíme, že zvyšuje o řády desetin procent až jednotky procent, ale rozhodně to není nějaký všespásná tekutina, která by to embryo uvedla do té dělohy a mělo se tam to embryo usadit. Mais ça ne garantit pas la grossesse, ça ne colle pas l'embryon dans l'utérus, ça augmente les chances d'environ 1%. Donc, Já to vidím jako doplňkovou záležitost na individuálním přístupu a výběru pacientů. Není to pro mě tak esenciální jako jiné metody, jako prodloužená kultivace a ICSI v průběhu té reprodukčního celého snažení. C'est une méthode supplémentaire, ça dépend du choix de la patiente, mais ce n'est pas une méthode essentielle comme par exemple la culture prolongée ou ICSI ou quelque chose comme ça. C'est juste un nom marketing fantastique, en tout cas, même si ça amène un petit quelque chose, où on nous pose la question 5 fois par semaine, au moins. Je vois arriver des questions qui seraient peut-être mieux adaptées parce que très personnelles. Tu vois, Violaine a un groupe de parole. Je vais lire les questions. Si ce n'est pas fait à la naissance, à quel âge pensez-vous qu'il faut dire à un enfant qu'il est né d'un don? Autre question, sans en faire un secret, est-on obligé de dire à son enfant qu'il vient d'un don? Donc, il y a des choses comment avez-vous annoncé à votre entourage et famille que vous alliez recourir à un don d'ovocytes? Je pense que ces questions, elles seraient mieux adaptées à un groupe de parole. Dans quelques minutes, tu donneras les informations et tes coordonnées pour que les gens parlent de ces sujets en petits groupes. Je crois que c'est quand même plus adapté. J'ai encore une question pour le docteur. Quel taux minimum en quantité de spermatozoïdes, quel taux de mobilité? Jaký jsou minimální hodnoty spermiogramu, pohyblivost a množství? My máme nějaké fyziologické hodnoty, z těch se jakoby vychází, ale samozřejmě k ICSI jsou tady ty hodnoty daleko nižší a záleží na androlozích, jak zhodnotí, jestli z toho vzorku spermí jsme schopni vybrat morfologicky a pohyblivě rozumný spermie. Ale nelze říct, že by při 1 milionu už to bylo špatný, no při 5, no při 7. Je to opravdu individuální při každém tom odebírání vzorku. A není to bohužel u jednoho pacienta vždycky stejný, ale opravdu to je jeden a ten vzorek, který se zrovna vezme. Donc, bien sûr, il y a des certains taux donnés par les tableaux en général, mais finalement, toujours, ça dépend des biologistes, de la morphologie des spermatozoïdes, etc., de tout ça, quels spermatozoïdes on peut utiliser pour faire les ICSI, pour les injecter dans les ovules. Donc, ça veut dire que c'est très individuel aussi, ça dépend du spermogramme concret.
Jestliže ten spermiogram je samozřejmě špatný, využíváme preselekci těch spermí tím čipem anebo teda Pixi. Et bien sûr, si on voit déjà que le spermogramme est mauvais complètement, donc il y a des méthodes qui peuvent nous aider à sélectionner les meilleurs spermatozoïdes. Alors, une question double qui doit être de la même personne. Quelles sont les recommandations après un transfert de vidéo, avion, voiture, repos, marche? Plutôt la voiture est-elle déconseillée par rapport à l'avion? En fait, c'est que faut-il faire pour rentrer chez soi? Est-ce qu'il faut rentrer tout de suite après un transfert? Donc, otázka je, jestli se po transferu pak můžou vrátit domů, jestli můžou letět letadlem, co můžou vlastně dělat, nebo jestli radši autem, nebo co je lepší. Ty rizika spočívají ve stresových situacích a dále potom v infekcích. Takže jestliže jsou schopní nějakým způsobem po tom transferu se vyvarovat těchto dvou věcí, čím více tomu vyvarují, tím je samozřejmě to lépe. Donc, c'est le stress et les infections qui apportent les risques pour la nidation et la grossesse. Donc, si pour quelqu'un voyager en avion, c'est un grand stress, bien sûr, il vaut mieux éviter. Mais normalement, voyager en avion, en voiture, etc., ce n'est pas déconseillé après le transfert. C'est surtout le stress et les infections. Alors, j'ai encore une question, ça va être la dernière pour vous, si vous avez passé toute la nuit tellement il y a de questions, mais c'est passionnant, hein, vous avez vu qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il est possible de faire transférer des paillettes dans votre clinique pour une FIV avec don? Pas stérile après chimio, mais paillettes congelées avant le traitement. Est-ce qu'on peut faire transférer des paillettes? Ça dépend où les gens vivent, mais j'imagine, on va admettre qu'ils vivent en France. Est-ce que vous vous occupez de ce transfert? Převíst jsem spermie a vysvětlit můžeme. Jo. C'est bien possible, bien sûr, la législation est vraiment très sévère, donc il faut avoir des autorisations, etc. Mais c'est bien possible, donc ça veut dire de France ou de l'Europe. Donc d'autres pays, etc., qui est plus loin et qui ne font pas partie de l'Union européenne. Je crois que c'est possible aussi, mais ce serait très compliqué. En France, il faut l'accord de l'agence de biomédecine. Vraiment. Qui le donne. Si la clinique est considérée comme sérieuse, vous aurez l'autorisation. Exactement. Une question qui est un peu pour moi, le webinaire sera-t-il rediffusé? Alors, oui, il y aura un replay, mais tout à l'heure, en raison des problèmes techniques qu'on a eus au début, je n'ai pas pu enregistrer la conférence. Ce qui veut dire qu'il va falloir réenregistrer la première partie, la partie conférence. Peut-être que Radka peut la faire, ou alors il faudra réenregistrer la conférence et mettre derrière toute la séance de questions-réponses. C'est un peu tout ce qui est arrivé avec les cafouillages techniques du début. Déjà, merci à tous de votre participation. Avant de nous quitter, Radka, tu peux peut-être nous dire quelques mots des cliniques de Sanus maintenant et donner les coordonnées pour te joindre ou pour joindre la clinique. Je sais que tu es en congé maternité, mais on te voit travailler là. Bien sûr. Est-ce que le bébé va bien déjà? Oui, merci beaucoup, il va très bien, il est avec papa, donc il va très bien, merci beaucoup. Donc, sinon, bien sûr, les deux cliniques Sanus à Hradec Králové et à Pardubice. N'hésitez pas à regarder notre site www.sanus.fr où vous pouvez trouver nos coordonnées et bien sûr toutes les informations de base sur le traitement, etc. Bien sûr, tout le traitement est très individuel, donc chaque fois, vous allez être en contact avec votre coordinatrice pour bien préparer votre traitement. Donc, ce n'est pas seulement tout ce qui est sur notre site qui existe, il y a d'autres individualités, etc. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Donc, bien sûr, si vous avez aussi des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé, etc., on est toujours là pour pouvoir faire un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous visio sur Skype ou WhatsApp, etc. Donc, n'hésitez pas. Donc, www.sanus.fr, là-bas, vous pouvez trouver beaucoup d'informations déjà et surtout nos coordonnées. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Je précise au passage que vous serez présent à notre journée webinaire du 17 juin où vous pourrez il y aura une présentation de toutes nos cliniques partenaires, donc en visio, il y aura même une visite virtuelle de la clinique, des cliniques en vidéo.
Donc, si vous voulez vous inscrire évidemment à cette journée, c'est bien sûr gratuit comme d'habitude et il y aura beaucoup d'autres interventions. Ben, vous allez sur notre site internet à la rubrique événements ou sur notre page Facebook et vous pouvez bien sûr vous inscrire à cette journée webinaire en ligne. Violaine, tu peux aussi donner bien sûr tes coordonnées pour les gens qui veulent participer au groupe de parole ou bien découvrir tes activités de thérapeute et peut-être ton site internet. Tu peux même donner ton email et ton téléphone éventuellement parce que je sais qu'on peut te joindre par téléphone. Merci Philippe. Oui, en effet, si vous voulez être accompagné pendant votre PMA au niveau émotionnel, au niveau gestion du stress, des émotions, votre anxiété, ben, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon site, c'est j'ai oublié le nom de mon site internet, c'est sophrologue-nice06-tewari.fr ou tout simplement vous tapez mon nom de famille Tewari dans la barre de recherche. Donc, je suis sur Nice et bien sûr, je consulte en visio dans toute la France et même à l'étranger. Donc, je fais de la sophrologie et de la psychodigitoponcture, qui est une méthode d'évacuation des blocages émotionnels par la digitoponcture, donc acupuncture sans aiguille. Et également, je peux donc vous accompagner pendant toute votre PMA. J'anime les groupes de parole des cigognes qui ont lieu donc les samedis matins à 10h, une semaine sur 2. Et les inscriptions se font gratuitement via le site des Cigognes de l'Espoir. Pour mon adresse mail, c'est tewari, Tewari, sophrologue tout attaché, @gmail.com.